Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur le PLM. On va laisser un peu de temps afin que tout le monde puisse rejoindre tranquillement. On va se laisser une petite minute, le temps que les participants puissent tous se connecter. Et puis ensuite, j'animerai ce webinaire. Voilà, donc là je vois que ça continue. On a encore quelques nouveaux arrivants. Bon, écoutez, je vous propose de démarrer tout doucement. Donc, déjà, merci de vous être connecté, de prendre votre temps sur ce sujet qui est pas simple. Donc aujourd'hui, moi, je vais présenter ce webinaire. Je serai accompagné d'Agathe Joly du marketing. Agathe, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Laurent. Donc Agathe, je suis au marketing, donc j'accompagne Laurent sur ce webinaire-là. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute la durée du webinaire. On a une partie questions et une partie chat. On y répondra à la fin du webinaire. Et puis j'en profite aussi, on va essayer de faire un webinaire assez interactif. Donc on aura un questionnaire en live qu'on va vous adresser. Donc n'hésitez pas à y participer et on utilisera votre téléphone portable. Donc, ayez-le à portée de vous. Voilà, merci Agathe. Donc moi, pour ma part, je suis Laurent Simon, je suis business consultant chez Visiative. Et moi, je suis tombé dans le sujet PLM depuis plus de 25 ans maintenant. Et je vais essayer aujourd'hui surtout de parler, alors un petit peu démystifier ce que c'est que le PLM, parce que si vous êtes là, je pense que c'est aussi pour vous poser des questions, vous intéresser. On va pas faire un webinaire très technique sur le PLM, on va surtout se projeter sur comment essayer de démarrer une réflexion PLM, quelles sont les bonnes approches, surtout qu'est-ce qu'il faut éviter de faire afin de démarrer vraiment un beau projet PLM. Ce webinaire, il sera enregistré de toute façon et vous recevrez par la suite par email, vous recevrez le lien pour le regarder. Donc, je vous propose qu'on démarre. L'idée aujourd'hui, c'est déjà de voir qu'est-ce que c'est qu'un PLM. Voilà. Alors le PLM, ça fait parler beaucoup de personnes. C'est pas toujours très clair et c'est un scope fonctionnel qui est tellement grand et des usages qui sont tellement différents que d'un cas d'emploi à un autre, c'est pas simple de s'y retrouver. Alors, je vais tout de suite enfoncer une porte ouverte, mais le PLM, c'est pas la ligne Paris-Lyon-Marseille ou Paris-Lyon-Méditerranée. Hein. Je fais cette petite blague depuis très longtemps et j'ai découvert il y a peu de temps que, en fait, elle existait cette ligne. Ça, c'est juste pour la petite anecdote. Mais on va revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, PLM, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme anglais, encore un de plus, qui veut dire Product Lifecycle Management. Et en clair, en français, c'est la gestion du cycle de vie du produit. Le produit étant le produit que vous, avec votre entreprise, vous allez designer, définir, assembler, fabriquer et mettre ensuite sur le marché ou à disposition de vos clients. Le PLM, souvent, on voit ça comme un outil. Alors évidemment, derrière, il y aura un outil informatique, mais c'est avant tout un concept, une approche stratégique. Et vous allez voir que ce terme de stratégique, je vais l'employer énormément. Et c'est un terme qui est pas surfait, et qui a pour but simplement d'améliorer, de contrôler la collaboration entre les différents services autour de l'information et de l'état du produit. Alors ça va passer par des grandes étapes de collecte d'informations, de stockage de différents documents. Bien souvent, ce qui nous fait tout de suite sauter à l'esprit, ce sont les plans, mais pas que. Le PLM, il va aussi intégrer, au-delà de l'information, vous allez voir d'autres choses, en clair, un petit peu votre organisation, vos processus. Et puis, il faut bien comprendre que c'est un support, c'est un outil qui va permettre à l'entreprise au complète de pouvoir travailler de manière efficace, mais c'est surtout quelque chose qui peut être étendu au-delà de l'entreprise. Nous, on a des clients qui ouvrent une partie de leur PLM ou de briques fonctionnelles de leur PLM à leurs clients, à leurs fournisseurs ou à l'écosystème de partenaires d'une manière un peu plus grande. Alors, les grands concepts fondamentaux, puis on essaiera de trouver des exemples un peu plus concrets d'un PLM, c'est un accès qui est déjà
universel, dynamique, centralisé, unique, et c'est ça qui fait toute la différence, à l'information. Voilà, donc cette information, il faut garantir son intégrité tout au long du cycle de vie du produit, puis aussi de la vie de chaque information. Et il faut pouvoir la partager, l'exploiter via des processus, via des fonctionnalités des fois très très simples, et diffuser cette information. Ce qu'on veut, c'est que l'information, elle ne soit pas doublée. Je n'ai pas de copie, je peux faire ça pendant très longtemps, de la même information. Et puis je peux pas me tromper. Si l'information je la trouve, c'est que j'ai le droit de la trouver et c'est que c'est la bonne. C'est ce qui change énormément la donne dans le niveau de collaboration. Alors, quand on parle de solutions logicielles dans une entreprise industrielle, il y a énormément de solutions. Juste rapidement pour en replacer quelques-unes, vous pouvez trouver un CRM qui est l'outil d'animation de l'équipe commerciale, principalement. L'ERP, j'ai envie de dire, c'est une obligation. Alors, on a encore quelques clients, ça peut être des PME, ça peut même être des ETI des fois, qui ont, j'ai envie de dire, peu de fonctionnalités ERP et dans certains cas pas de ERP, ça existe encore, mais lorsqu'ils nous sollicitent pour un potentiel projet PLM ou une réflexion PLM, de toute façon, le sujet de l'ERP arrive également et vous verrez que le lien ERP-PLM, il est extrêmement fort. À côté de ça, on peut trouver dans les ateliers ce qu'on va appeler un MES. Donc le MES, c'est un outil d'exécution et puis de suivi de l'activité industrielle. Ça, c'est un peu plus rare, ça va dépendre de votre taille d'entreprise ou bien de vos problématiques. On peut avoir des supply chain management, donc des outils qui sont dédiés à la supply pour la gestion de l'approvisionnement, des stocks, etc. Et puis, le PLM, dont on va parler aujourd'hui. Alors, si on positionne un petit peu tout ça sur une temporalité des grandes phases des grandes phases industrielles, vous voyez que le PLM, il couvre toutes ces phases avec, suivant ce que vous faites, là je vais vraiment peser mes mots, suivant votre business model, suivant le produit, vos habitudes de conception, de réalisation, ces courbes vont fluctuer. Mais dans les grandes lignes, le PLM, il est là pour couvrir du début, c'est-à-dire de l'idéation, jusqu'à la fin, c'est-à-dire le maintien. Dans les grandes lignes, c'est souvent du SAV, mais ça peut aller plus loin. Alors, ça c'est pour positionner un petit peu ces différents outils. Quand on parle d'un PLM, je l'ai dit, on va parler de la donnée. Cette donnée, c'est une donnée qui vient de quasiment tous les services. D'accord? Ça peut être des données liées, on va dire, au projet, à l'affaire, des données liées à l'étude en elle-même, de la simulation, des données liées à l'approvisionnement, des problèmes de supply chain, des données des méthodes, la gamme, etc. Ces données, toutes seules, elles ne me servent pas à grand chose puisque je vais avoir besoin aussi de modéliser ce qu'on appelle people and organization. Donc en fait, c'est les ressources, les hommes, les collaborateurs, et puis les services, donc les différentes organisations chez vous. Ces services et ces organisations, elles vont interagir entre elles par le biais de process. Alors, le but, c'est pas non plus de monter une usine à gaz et que la moindre interaction entre le service qualité et le service méthode passe par des process super longs avec des validations ultra complexes. On peut faire des choses très très simples. On pourra en parler tout à l'heure. On peut faire des choses très très simples. Ce qu'on veut, c'est que au moins ces informations et ce process, cette façon de transmettre l'information, elle soit quand même pilotée par le système. Et c'est ça qui est un petit peu la base du concept du PLM, la possibilité de faire de la traçabilité, de l'analyse d'impact, etc., etc. Et puis enfin, un PLM tout seul, c'est bien gentil, mais ça fait pas grand-chose. Le PLM, il va venir s'installer et s'intégrer avec d'autres logiciels qui sont clés dans l'entreprise. Alors, je vous les ai remis un petit peu en vrac, mais le logiciel ou la solution informatique clé pour travailler avec un PM et qui va bénéficier grandement de ce que le PLM va apporter, c'est évidemment le RP. Alors tout ça c'est bien beau, c'est un peu générique. Je vous ai donné quelques exemples. Qu'est-ce que je vais trouver dans un PLM? Je vais trouver une brique collaboration. Alors collaboration, ça c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. On est en train de faire de la collaboration. Je fais de la collaboration avec Teams. Je fais de la collaboration en échangeant des fichiers Excel. Oui, mais c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est que quel que soit mon rôle finalement dans l'entreprise, je vais chercher une info. Je sais que je peux la trouver, je sais qu'elle est accessible et elle sera sûrement adaptée à mon usage.
D'accord? Je vais trouver des fonctionnalités qui vont me permettre de très vite comprendre ce que je vois, de faire une recherche avec une thématique qui m'intéresse moins acheteur, qui m'intéresse moins qualiticien ou qui m'intéresse moins service SAV. Je vais, alors ce sont que des exemples, hein, vous n'avez pas besoin de mettre ça en place et il n'y a pas que ça, il y en a bien d'autres. Très souvent dans un PLM, on a besoin aussi d'avoir les vrais objectifs de la partie, on va dire, définition du produit. C'est le besoin client. Donc c'est la capture des exigences, des spécifications du produit, et puis également dans certains cas de certification, de problématiques du marché hein, en lui-même. Évidemment, on a la capacité dans un PLM de faire du pilotage projet, de la gestion de projet. Alors ça aussi, on y reviendra en fin de présentation. C'est un point qui est extrêmement important dans un PLM. Très vite, je vais devoir travailler avec un des plus gros pourvoyeurs d'informations de mon entreprise, qui est le service bureau d'études ou les bureaux d'études. D'accord? Donc, je vais intégrer mes solutions de design CAO, mécanique, électrique, électronique, même du soft, hein, si mon produit contient des systèmes embarqués. Donc ça, c'est un des points, j'ai envie de dire, incontournables évidemment de la mise en place d'un PLM. Mais c'est pas tout. Une fois que j'ai ça en place, j'ai créé ce qu'on appelle des BOM. Alors, on va parler de cette BOM, c'est Bill of Material en anglais, c'est un terme que vous allez voir plein de fois dans les présentations PLM. C'est rien d'autre que la nomenclature en fait. Donc, dans un PLM, on a la capacité, et c'est un des plus gros intérêts, de gérer des multi-nomenclatures. La différence par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, c'est que quand le bureau d'études mécaniques a sa nomenclature produit, c'est sa version à lui. Donc il va faire ça sous Excel ou un export, et puis je le passe à mes petits camarades qui, eux, ont leur nomenclature peut-être électrique. Puis après, je passe ça aux achats, je passe ça aux méthodes. Et puis eux, tout ça, c'est très bien, mais moi, il faut que je fasse ma nomenclature dite manufacturing, hein, une nomenclature de production qui doit être en phase avec les besoins de l'ERP, etc. Donc on se rend déjà compte que la définition d'un même produit, hein, quel que soit le produit, elle n'a pas la même saveur suivant mon rôle et suivant mon organisation. Donc conformité aux normes, gestion du risque, ça c'est un point aussi qui est important dans un PLM. Et puis après, je peux aller très loin, gérer aussi des informations en lien avec mes sous-traitants et mes fournisseurs. Et puis là, j'enfonce une porte ouverte. Évidemment, la gestion documentaire, si je suis capable de gérer tout ce que j'ai montré auparavant, gérer un PDF, une image, un fichier MP3, vos photos de vacances, il n'y a pas de souci, le PLM sera capable de le faire. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un PLM, c'est un outil, c'est une plateforme d'entreprise. J'ai cité certains services là, mais c'est quasiment toute l'entreprise. Pour être tout à fait honnête, à part la comptabilité, je ne parle pas de, là on voit finance, mais c'est plus sur des centres de charge, des coûts de certaines activités, mais la comptabilité pure et le service informatique qui au final va être là pour supporter l'emploi du PLM, mais ne travaille pas dans le PLM. À part ces deux services, c'est quasiment tous les services d'une entreprise. Et c'est ça qui est important de bien comprendre. Alors, un petit point sur cette notion de nomenclature. Une nomenclature, je suis certain qu'aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui est compliqué à gérer pour la plupart d'entre vous, sauf si vous fabriquez peut-être des vis, des écrous, voilà, un produit qui est mono-article. En général, cette nomenclature, elle est vraiment compliquée à maintenir déjà dans le temps aux fonctions de ce que chacun va faire, donc chaque service va y apporter, et encore plus dans le temps par rapport à la temporalité de maintien chez le client, par exemple. Donc, on a besoin de pouvoir utiliser, en général, une vision différente de ce contenu de cette nomenclature. Lorsqu'on n'a pas de PLM, j'ai pris 5 exemples, donc 5 services un peu types d'une entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Chacun va faire sa nomenclature telle qu'il l'entend. Donc en général, 90% du temps, c'est un fichier Excel, hein, c'est quand même ce qui est assez pratique à gérer. Donc on arrive à avoir le bureau d'études qui a son fichier Excel, qui le passe aux méthodes, qui le passe aux achats, enfin ça va dans tous les sens. Les achats reviennent avec des autres propositions parce qu'ils ont trouvé un sous-traitant qui était plus intéressant. Puis une fois qu'on a terminé aux méthodes, on a peut-être possibilité de faire de l'achat de sous-traitance, donc il faut que la nomenclature soit adaptée. Bref, c'est kafkaïen, c'est extrêmement difficile à maintenir et de toute façon, ça je le vis à chaque fois que je travaille avec mes clients, on retrouve pour le même produit 5, 6, 10, 15 documents qui sont censés représenter la nomenclature et qui de toute façon ne sont jamais synchronisés.
Le principe d'un PLM, vous l'avez compris, c'est chacun va venir apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, puisque c'est un point d'entrée unique, en fonction de mon rôle, le PLM, il va me rendre l'information qui m'est nécessaire. C'est pas la peine de compliquer la vie des acheteurs avec des informations qui ne le concernent pas. Voilà. On va parler aussi très vite dans un PLM de gestion des modifications. Qu'est-ce que c'est qu'une modification? C'est ce qu'on appelle du versionning. L'idée étant de dire, voilà, moi j'ai mon article ou mon sous-ensemble ou mon produit fini qui est à une révision 1, une ou A0, A2, enfin, chacun le gère comme il le souhaite. Et à un moment donné, ça va changer. On prend la décision de changer. Eh bien, quand on n'a pas de système de gestion des modifications, on envoie une information en disant attention, maintenant ce plan on l'utilise plus, et puis cette version de mon vérin, elle est plus valable dans tel cas, etc. C'est encore plus compliqué à gérer et encore plus compliqué lorsque ça touche un maximum de services. Le principe de ces modifications dans un PLM, c'est ces modifications, je les vis moi en tant qu'utilisateur, et puis le service qui vient lui apporter une modification ou demander une modification, ce qu'il vient faire, c'est en partage avec les autres, il vient agréger toutes ces informations et puis le PLM me les rend de manière dynamique. Je peux même voir ce qui est en train de se passer au BE qui ne me concerne pas encore, moins à la qualité par exemple. Dernier point qui est pas des moindres, dans un PLM, j'ai souvent des problématiques de ce qu'on appelle de multidiscipline, surtout au bureau d'études. Alors, la multidiscipline, c'est, pour faire très simple, j'ai un service, des fois R&D, qui travaille sur des projets, on va dire, un petit peu conceptuels, et puis qui va mettre à disposition des briques fonctionnelles pour mon service, on va dire, un peu plus applicatif, bureau d'études. Ça peut être ça. Ça peut être, dans l'exemple qui est donné ici, je travaille sur un système qui embarque de l'électronique à un moment donné, et puis moi, je suis en train de travailler sur cette électronique, mais en même temps, j'aimerais bien que les électroniciens, que le câblage, que le soft puissent travailler en avance de phase. Ils ne vont pas attendre que j'ai terminé mon positionnement. De toute façon, si je leur donne et une fois que c'est terminé, eux vont rencontrer des problèmes qui vont moins me demander au bureau d'études mécaniques d'adapter peut-être un carter, un espace de travail dans la partie du produit. Donc, ce qu'on va rechercher aussi, c'est une étroite collaboration idéalement en temps réel, avec des fonctionnalités qui permettent de montrer tout à chacun, voilà sur quoi je peux travailler, tu peux travailler, ça n'y touche pas pour l'instant parce que c'est pas frais, et puis ça y est, je l'ai mis à jour, et puis automatiquement, dans les systèmes CAO, ça va se mettre à jour. Alors, ok, tout ça c'est bien, mais la première des réflexions, quand on parle d'un PLM, moi je l'entends quasiment systématiquement, oui, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai un ERP. Alors l'ERP, on va tout de suite enfoncer une porte ouverte. L'ERP, c'est le plus gros investissement en général pour une entreprise, que ce soit au démarrage ou lorsqu'on change de ERP. Voilà, c'est lourd, c'est extrêmement important, c'est stratégique. Et par contre, une fois que c'est fait, on met un peu tout et n'importe quoi dedans. D'accord? Le RP fait son travail de RP, il fait gestion des articles, évidemment, mais il va faire diffusion des plans, il fait project management, il va faire process d'échange entre les services par le biais de fichiers Excel qu'on monte, qu'on s'envoie, etc. Enfin bon, c'est pas fait pour ça. Donc, le rôle du PLM et de l'ERP, c'est un rôle de cohabitation. D'accord? Je peux évidemment, parce que si vous venez aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de PLM, je peux travailler sans PLM. Vous n'avez pas de PLM, vous fabriquez, vous avez des clients qui sont satisfaits, vous gagnez de l'argent. Donc, c'est qu'on est capable de faire quelque chose. Je ne pourrais pas le faire sans ERP, qu'on soit clair. L'ERP, il est là vraiment pour exécuter et puis maîtriser les ressources, l'exploitation des ressources. Néanmoins, le rôle du PLM, ça va être de préparer la donnée et de ne pas perturber l'exécution de l'ERP. Je vais m'expliquer. Dans un ERP, si je veux changer quelque chose, pour faciliter l'exploitation de tout ça, le calcul MRP, éviter de tout chambouler dans le stock, très souvent, je suis obligé de créer des nouvelles révisions, je suis obligé de créer des nouveaux articles. C'est la même chose, mais avec un nouveau code, parce que sinon, on s'en sort plus. Ça, pas de problème avec le PLM, c'est le PLM qui va le faire. Donc, gardez cette petite image. Le PLM, lui, il va avoir un rôle de préparation, d'innovation. Ça va être extrêmement itératif. Je vais changer de direction, je vais revenir en arrière, je vais faire des embranchements, je vais faire des variantes, je vais faire des configurations. Et à un moment donné, quand je suis prêt,
je l'envoie dans le RP, et le RP, lui, ce qu'il fait, c'est il exécute. Et en général, il exécute sans se soucier de ce que j'ai fait il y a 10 ans, 6 mois, sans se soucier de toutes les versions de mon produit. Lui, ce qu'il veut, c'est exécuter pour ce client, exécuter pour cette affaire. Et il va se charger de ça, et une fois que ça a été fait, que c'est sorti de vos ateliers, il peut oublier tout ça, et prochain projet, s'il y a des changements, c'est le PLM qui lui donnera. Donc, gardez à l'image cette cohabitation qui est extrêmement importante entre les deux. Alors, voilà pour vous expliquer un petit peu le positionnement d'un PLM, et puis dans les grandes lignes, à quoi sert un PLM. On ne va pas réussir à couvrir tous les sujets aujourd'hui, il me faudrait au moins 2 heures pour parler que de PLM. Alors, on va commencer à se poser maintenant petit à petit les bonnes questions. Si j'ai besoin ou si je pense mettre en place dans mon entreprise un PLM, je dois me poser un certain nombre de questions. Et la question principale, ça paraît évident, mais c'est pourquoi je dois mettre en place un PLM. Et pour ça, on va voir quelles sont les différentes approches. Et on va déjà vous faire un petit peu travailler. Si vous pouvez bien prendre vos téléphones portables et puis scanner ce QR code, allez sur l'application WooClap, et je vais laisser Agathe vous poser quelques questions et accompagner tout ça. Oui, merci Laurent. Donc, comme l'a dit Laurent, n'hésitez pas à prendre vos téléphones, scanner simplement le QR code et puis on va pouvoir du coup démarrer le petit test ensemble. Ça va prendre quelques minutes. Donc, je laisse le temps de tout le monde se connecter. Je vois que les participants augmentent. Et puis, on va démarrer. Donc, vous verrez que sur votre téléphone, vous aurez la question que je vais aussi vous donner à l'oral, les réponses. Et puis, donc, on a un petit timing pour que ça soit assez dynamique. On a environ 15 secondes pour répondre à la question. Donc, soyez réactifs. Et puis, pensez bien à cliquer sur le bouton valider pour que votre réponse soit prise en compte. Alors, je vois que les participants augmentent toujours. J'attends encore une petite minute. Vous allez voir, ce sont des questions vraiment très rapides, très simples, Oui, oui, et ça permettra à la fin de regarder un petit peu vos problématiques, vos enjeux. parfait. Allez, on va démarrer. Donc, la première question va s'afficher sur votre écran. Êtes-vous soumis à de fortes contraintes réglementaires autour de vos produits? Oui ou non? Pensez bien à cliquer sur valider. Je passe à la question suivante. La traçabilité des informations produits est-elle stratégique pour vous? Oui ou non? Troisième question, faites-vous une analyse des risques projets ou produits? Oui ou non? Question suivante, prenez-vous en compte les sujets d'industrialisation dès le développement produit? Oui ou non? Quel est le niveau d'intégration de vos fournisseurs ou donneurs d'ordre autour des échanges de plans 3D? Des emails, des échanges via un serveur ou une solution dédiée? Quelle est la part de vos produits qui intègrent plusieurs disciplines? Aucun de vos produits, moins de 30%, entre 30 et 70 ou plus de 70%? Avez-vous besoin de maîtriser le cycle de vie de vos produits? Oui ou non? Voilà, merci pour vos réponses. Laurent va continuer la présentation et puis il va après répondre aux différentes réponses que vous avez pu émettre. Et puis on pourra aussi débattre sur vos différents retours. Laurent, je te Merci laisse Agathe. reprendre la main.
Oui, très bien. Donc on en était à finalement pourquoi finalement mettre en place un PLM hein, ou démarrer ou imaginer un projet PLM. Alors avant de chercher toutes les raisons, moi j'ai voulu prendre le contre-pied. Vous verrez que ça va être quasiment à chaque fois de la même manière. Il y a souvent des mauvaises raisons et ça paraît un petit peu spécial, mais je vous assure que c'est vrai. Une des premières mauvaises raisons, des fois, c'est un peu le côté budget. Je réfléchis à mettre en place un PLM parce que je suis dans une phase de voilà, je monte en gamme, le groupe ou un partenaire a décidé d'investir un petit peu plus et on me propose des différents projets de continuité numérique, d'optimisation, d'excellence opérationnelle et ça peut faire partie, des fois, le PLM peut faire partie de ces réflexions. Alors, fonctionner dans ce sens-là, je vais dire, c'est rare de rencontrer des entreprises qui ont envie de brûler du budget, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, et puis c'est un peu une lubie, et on reste sur cette notion de budget, et on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire. Ah, pardon. L'autre mauvaise raison, et ça c'est celle que je rencontre personnellement très très souvent, c'est ce que moi j'appelle la décision du dirigeant le dimanche sur son transat et qui lit l'usine nouvelle ou l'expansion. Et il trouve un article très intéressant sur une entreprise qui peut convenir à ce qu'il fait, hein, qui est assez proche, qui a mis en place, je sais pas moi, du lean management, qui a mis en place un PLM, qui a mis en place un MES, et il trouve ça fantastique. Donc, essayer de faire une sorte de copier-coller, et ça arrive, je vous assure, plus souvent que vous l'imaginez, c'est exactement la mauvaise approche, parce que de toute façon, vous n'allez pas prendre en compte suffisamment la dichotomie entre ce que vous pensez pouvoir faire et ce que les solutions pourraient vous amener. Vous allez essayer de rester dans un profil assez habituel. Le troisième point, c'est la numérisation à outrance. On est depuis quand même quelques années, hein, j'ai envie de dire une dizaine d'années, dans des phases avec de l'industrie 4.0, avec la continuité numérique à outrance, hein, le collaborateur amélioré. C'est très bien, c'est très très bien. Il faut revenir à des points qui sont beaucoup plus importants, et ces points, ça va être de dire en quoi ça va servir ma stratégie d'entreprise. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que, et j'adore cette petite citation, c'est toutes les organisations sont parfaitement conçues pour obtenir les résultats qu'elles obtiennent actuellement. Alors c'est une lapalissade hein, quand on y réfléchit, mais c'est exactement ça. Ce que vous gagnez aujourd'hui en matière de performance, de capacité de sortir des produits plus ou moins vite, d'innover, de pouvoir proposer des alternatives à vos clients, c'est souvent le résultat de votre organisation actuelle. Et très souvent aussi, des solutions qui sont en place, des méthodologies qui sont en place. Et toutes ces méthodologies, ces bonnes pratiques, ces habitudes hein, que vous avez dans l'entreprise, elles sont très souvent issues de votre capacité aussi en solution. Si j'ai pas une facilité à très rapidement partager certaines informations, si mon information elle passe par des redites en permanence, 5 réunions par semaine pour arriver à aligner les planètes, je perds un temps fou. Et je m'habitue un petit peu à ces pratiques. Et lorsque je veux mettre en place une nouvelle solution, si j'essaie de coller à ce que j'ai l'habitude de faire, vous comprenez bien que c'est pas la bonne solution. Donc ça, c'est s'il y a un slide à vraiment retenir, c'est que le PLM, il sert aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et j'insiste sur le terme stratégique. Ça s'inscrit dans une vision globale de l'entreprise. Vous voulez faire quoi ou sur quoi vous vous êtes committé? Quelle est la vision du dirigeant et de la direction dans les 5-10 années à venir? Eh bien, c'est ça qu'il va falloir clairement identifier et trouver les sujets qui peuvent être en lien avec la mise en place d'un PLM. En général, c'est d'acquérir des nouvelles performances, des nouvelles capacités, et puis d'accompagner cette stratégie à moyen long terme. Donc, il faut impérativement d'abord identifier ce qu'on en attend et ensuite regarder ce que les solutions éventuellement proposent. Alors, je vous ai préparé quelques exemples, mais on peut peut-être, Agathe, si tu es prête de ton côté, on peut déjà peut-être regarder les réponses au sondage. Oui, tu peux. Oui.
Alors, vous avez répondu. Est-ce que vous êtes soumis à des fortes contraintes réglementaires? Alors là, c'est quasiment une majorité. Oui, eh ben, c'est évident. De plus en plus, que ça soit sous la forme de réglementation, encore plus si vous êtes sur des marchés sur différents pays ou différentes plateformes mondiales, c'est extrêmement compliqué. Si vous êtes dans le médical, dans la défense, dans l'aéronautique, mais même de plus en plus dans des domaines un peu transverses, la réglementation, elle est de plus en plus compliquée. Il faut pouvoir la tracer. Cette traçabilité, est-ce qu'elle est stratégique? Pour la plupart, oui, vous le voyez bien, parce que si je suis pas capable de tracer, je peux pas répondre à un audit, je peux pas retrouver mes tenants et aboutissants. Alors, est-ce que vous faites une analyse des risques? Là, on est un petit peu plus partagé. C'est quand même quelque chose qui est fait de manière un petit peu, on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est souvent peu documenté, peu accompagné, parce que cette analyse de risque, souvent, elle passe par une ou deux personnes qui sont dédiées à ça. C'est d'ailleurs souvent les équipes qualité. Prenez-vous en compte les sujets d'industrialisation dès le développement produit. Alors ça me fait plaisir. Ça, c'est vraiment une tendance depuis, j'ai envie de dire, une dizaine d'années. Moi, quand j'ai commencé à travailler en bureau d'études il y a très longtemps, dans les années 90, pour être tout à fait franc, le bureau d'études dessinait, concevait, puis débrouillez-vous derrière, messieurs, des méthodes et de la production pour faire en sorte que ça sorte. Alors que maintenant, c'est fini, c'est l'inverse. Bien souvent, on adapte la conception à nos capacités et puis aussi à ce qu'on va pouvoir permettre de proposer aux clients. On va au-delà du produit, souvent on propose du service. Niveau d'intégration de vos fournisseurs, mais oui, c'est très souvent des envois par email. Alors ça paraît pas grand-chose, mais je l'entends à chaque fois, principalement pour les équipes acheteurs. Au bout d'un moment, ça devient un sac de nœuds, c'est un travail de moine d'essayer de se souvenir de ce qu'on a envoyé au fournisseur. Est-ce que c'est la bonne version? Est-ce qu'on commence pas à travailler et faire un chiffrage sur quelque chose qui est déjà obsolète? Est-ce qu'on est sûr d'aligner au bon moment des consultations les plus efficaces possibles? Non. Ça, avec des solutions de ce type-là, c'est très vite kafkaïen. Part de vos produits qui intègrent plusieurs disciplines, donc c'est ce que je vous ai montré avant. Donc là, évidemment, c'est partagé suivant votre activité et les produits que vous proposez, mais on se rend compte que c'est quand même une majorité. Et puis, est-ce que vous avez besoin de maîtriser le cycle de vie? Alors, le cycle de vie, c'est pas que la mort du produit, mais c'est aussi la mise en remplacement d'un produit, des kits de rétrofit, etc. Et on se rend compte que oui, il y a quand même pas mal de sujets. Alors, je voulais juste vous montrer on va pas rentrer dans tous ces exemples-là, mais finalement, quels sont les vrais objectifs qui doivent servir à mettre en place un PLM? Eh ben, vous voulez réduire votre time to market. Vous voulez vous permettre une conformité réglementaire et la traçabilité qui va derrière. Vous souhaitez capitaliser le savoir-faire. Alors ça, c'est quelque chose qui est, tous les projets qu'on fait, pas que sur du PLM, dès qu'on est dans la transformation numérique, c'est un sujet clé. Vous avez sûrement quelques, on va dire, personnes chez vous qui sont le canal historique, qui ont des cheveux gris comme moi et qui se souviennent d'un petit peu tout, qui sont à la base depuis très longtemps des organisations dans l'entreprise. Tout est clair pour eux. Tout nouvel employé a du mal à monter à bord. Les changements d'organisation sont extrêmement compliqués à retrouver, etc. Donc là aussi, tous ces exemples-là que je vous donne, réduction des coûts de développement, renforcement de la collaboration intersites, c'est ça qui doit décider de la mise en place d'un PLM. Vous regardez ça, il n'y a aucune fonctionnalité du type j'aimerais bien pouvoir explorer en 3D mon document, j'aimerais pouvoir d'un clic droit créer un PDF. C'est pas ça qui est important. Ça viendra forcément à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pas ça qui doit répondre à la question pourquoi. Et on l'a compris avec vos réponses. Alors, autre sujet, quand est-ce qu'il faut mettre en place un PLM? Je vais faire pareil. C'est souvent quand est-ce que je trouve des tas de raisons de ne pas le faire. Il y a trois grandes écoles, c'est pas le bon moment. Alors ça, je le vis extrêmement souvent. C'est jamais le bon moment parce que on est submergé, quoi. Voilà, on a trop de commandes, on a un gros objectif de refonte du produit, on a un chantier à venir, etc. Et on n'est pas assez nombreux. Alors, j'ai envie de dire, le jour où ça sera le bon moment, il n'y aura plus besoin de mettre de PLM en place parce que vous n'aurez plus rien à faire en fait. Et c'est souvent ça le problème. L'autre point, l'autre raison, l'autre objection, c'est bien tout ça, mais nos données ne sont pas propres. On a encore trop de papier, on n'a pas de processus officiel, clair, on n'a pas de services IT qui sont suffisamment dimensionnés pour nous aider.
Voilà, ça c'est pareil, vous allez voir, c'est aussi une mauvaise raison de rien faire. La dernière, c'est plus au niveau de l'organisation. Ben, on est en train de se réorganiser. Vous savez, on a un projet ERP, on n'en a pas. Voilà. Ou on a un ERP, mais qui avait été imposé. Maintenant, on est libre de nos choix. On va changer de ERP. C'est pas le moment. On est en changement de stratégie. On acquiert une société ou inversement, on vient de rentrer dans un groupe. Ce genre de raisons à rien faire, en fait, au contraire, elles vont être vraiment bénéfiques dans la mise en place d'un projet PLM. Je ne dis pas que ça va être simple, je ne dis pas que ça se passe sans effort, mais c'est au contraire le bon moment parce que évaluer le temps à prendre, identifier toutes les actions à très faible, voire zéro valeur ajoutée, le temps perdu, et c'est exactement ça qu'il faut chercher avec un PLM. Le plus vite possible, vous pouvez le faire. Le plus vite, vous pouvez commencer à alimenter la bête, si j'ai envie de dire, et commencer à travailler avec une efficience pour vos collaborateurs qui leur permet de dégager énormément de temps. Sur la partie data, c'est le moment de clarifier, au contraire. J'ai besoin de quelles données? Ok, actuellement j'en ai un petit peu partout, elles ne sont pas forcément propres. C'est le moment de se dire, je vais faire un focus sur quoi j'ai vraiment besoin, sur quoi je dois faire un effort. Et c'est pendant ces phases d'ailleurs de workshop, de réunion de travail avec nos équipes de déploiement, que vous allez identifier ces données et que vous allez faire vraiment un effort, vous allez choisir vos batailles, hein, faire un effort sur la donnée qu'il va falloir peut-être transformer, nettoyer, etc. Et enfin, sur l'organisation, c'est le moment de faciliter cette organisation. D'accord, j'intègre peut-être un bureau qui est dans un autre pays ou un site qui est à 300 km du mien en France. Mais c'est le moment justement de voir comment repenser cette architecture d'échange, comment repenser les process entre ces différents services. Autre question, c'est d'accord, mais comment je mets ça en place? Et derrière ce comment je mets ça en place, c'est souvent comment je consulte, comment j'exprime mon besoin. Alors, il y a 3 grandes tactiques, hein, ça on le retrouve pareil systématiquement. Alors, spoiler alert, vous allez voir, il n'y en a qu'une seule, vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a 3 tactiques. C'est soit je fais un cahier des charges, donc je le fais moi-même, je peux me faire aider par un cabinet extérieur. Voilà, on va faire une sorte de cahier des charges. Bon, on verra ce que ça amène. L'autre approche qui est un petit peu plus lourde, ça demande aussi d'avoir des gens chez vous qui ont un peu de temps à faire de la recherche, hein, de faire de l'étude de cas, c'est de comparer finalement les solutions du marché. Je vais prendre 3-4 éditeurs, je vais regarder ce qu'ils ont, je vais regarder ce qu'ils font, puis je vais comparer. Voilà, ça peut s'entendre. L'autre approche, et pour nous et pour moi en particulier, c'est la seule qui est vraiment efficace, c'est de faire d'abord un diagnostic. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, rédiger un cahier des charges, c'est une liste à la Prévert de fonctionnalités. Et j'insiste sur fonctionnalité. Je n'ai encore jamais vu de cahier des charges, que ce soit des cahiers des charges de 3-4 pages ou de 600 pages, on en a déjà eu, qui ne s'arrête pas à une liste au Père Noël de fonctions. D'accord? On veut pouvoir transmettre ceci à tel service. On veut pouvoir d'un clic exporter ça sous forme d'un fichier Excel qu'on va réintégrer ailleurs. Ce sont des fonctions. Vous avez déjà choisi la fonction, comment ça doit fonctionner et pourquoi? Parce que vous vous calez avec ce que vous connaissez déjà. Il y a un manque total en général de vision stratégique, de vision transverse et puis d'objectifs qui permettront à la fin de vraiment identifier si la solution qui va être choisie, elle apporte vraiment quelque chose. On est clair, quelle que soit la solution, à la fin, vous aurez une intégration de la CAO, vous aurez une intégration, je sais pas, de la gestion de projet, vous aurez des capacités collaboratives. Oui, vous les aurez. Mais ce qu'on veut d'abord identifier, c'est pas ça. Comparer les fonctionnalités, comparer un petit peu les produits sur le marché, je vais être encore plus cash, vous allez commencer à comparer des carottes et des choux. Pourquoi? Parce que un PLM par rapport à un autre PLM, si je regarde un petit peu sa fiche, ça fait la même chose. C'est comme vous allez dans une concession automobile, vous allez comparer, je vais prendre 2 marques, j'ai pas d'action, on va prendre Peugeot et Kia. J'ai 2 modèles. Oui, les 2 ont une gestion automatique des essuie-glaces. Les 2 ont un APS, les 2 ont un start and stop, les 2 ont un GPS. J'imagine que vous avez déjà acheté plusieurs voitures, vous vous rendez bien compte que ça vous satisfait pas forcément, alors que l'option est là. Hein, c'est plus pratique, moins pratique, pas du tout adapté, ça marche pas du tout dans certains cas, etc., etc. Donc, juste jouer sur comparer des solutions du marché, ça va pas vous permettre déjà d'aller plus loin dans la réflexion et surtout, vous allez passer à côté de
la particularité, la philosophie que chaque solution peut amener. Je vais être franc, hein, dans nos concurrents, eh ben, il y a des fois des briques fonctionnelles, des fonctionnalités, des sujets PLM qui sont vraiment disruptifs, qui sont des gros différenciateurs. Nous, on a d'autres différenciateurs. Ce qu'il faut arriver à trouver, c'est laquelle des solutions va permettre d'atteindre les vrais objectifs qu'on a cités tout à l'heure. Et ces objectifs, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez être clair dessus et avoir une vraie visibilité là-dessus, c'est en faisant un diagnostic PLM. On doit identifier ces vrais enjeux, les vrais enjeux d'entreprise. Ensuite, comprendre comment vous travaillez, comprendre ce que vos équipes vivent et puis comment ils seront prêts à s'adapter. Un projet PLM, c'est 50% d'humain, en toute honnêteté, parce qu'il va falloir embarquer les équipes. Ensuite, c'est définir l'état de l'art. On va faire un diagnostic sans penser à une solution. On va penser au concept du PLM, c'est solution agnostique, comme on a l'habitude de le dire. Et suite à ça, on va vous proposer un certain nombre d'actions, souvent d'actions préparatoires, avant de démarrer le projet. Il y a des choses à faire suivant l'entreprise, il y a des mauvaises habitudes ou des bonnes à adapter. Il y a à repenser des fois un petit peu l'organisation pour pouvoir utiliser au mieux un PLM. Et puis derrière, c'est se projeter sur des actions et des approches qui sont possibles. Et le choix de la solution, elle viendra après. Le choix de la solution, c'est vous qui allez le faire, mais avec des vraies armes, avec des armes qui permettent de parler le même langage que les éditeurs et les intégrateurs, et puis surtout d'avoir dès le départ identifié le bénéfice ou les bénéfices attendus de la solution. Alors, je vous disais tout à l'heure, oui, des options sur une voiture, il y en a chez tout le monde. C'est pareil, dans un PLM, je vous ai pris deux blocs, on va dire, modules, deux briques génériques d'un PLM. La première, c'est la gestion de projet. On fait d'ailleurs quasiment plus depuis très longtemps de projet PLM sans de la gestion de projet embarquée. Si vous avez des questions, on pourra en parler derrière. Cette gestion de projet, ça va dépendre évidemment de chaque client, ça va dépendre du produit, ça va dépendre des industries. C'est indépendant de la taille de l'entreprise. C'est pas parce que vous êtes une entreprise de 50 ou 70 personnes, vous n'avez pas besoin de gestion de projet. Mais quelle gestion de projet? Quels sont les enjeux qu'il va falloir relever autour de la gestion de projet? C'est pas simplement de faire des beaux diagrammes de Gantt, des beaux plans projets. C'est pas ça le sujet. Il faut aussi trouver celles qui sont les plus en phase avec vos habitudes de travail ou moins disruptives. Et puis encore une fois, clairement atteindre les bénéfices imaginés. Autre exemple, et je m'arrêterai sur cet exemple-là, la gestion du change, le change management, la gestion des évolutions, du versionning. Alors ça, c'est le minimum syndical de tout PLM, donc vous allez le trouver partout. Mais j'ai des particularités, moi, dans mon entreprise. Est-ce que je dois prendre en compte les dates d'effectivité ou non? Est-ce que j'ai beaucoup de phases diverses à prendre en compte? La R&D, du design, l'industrialisation, du SAV, enfin, j'en passe. Quel est le niveau de souplesse ou au contraire de contrainte que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous voulez quelque chose d'extrêmement compliqué, d'assez souple, un petit peu du mode Kanban? Est-ce qu'il vous faut un peu toute la panelle d'emploi de ces solutions? Etc., etc. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de regarder ce qu'il y a sur le marché et puis de se dire, voilà, comment moi je vais m'y coller, mais inversement de se dire, aujourd'hui, par rapport à mes objectifs à venir, je veux me dimensionner, je veux me structurer pour permettre cette performance, ces capacités. Je vais les identifier, je vais clairement les identifier, je vais les lier à ce qu'un PLM devrait me proposer et ensuite, grâce à ça, je vais pouvoir ensuite consulter. Alors, qu'est-ce que chez nous, chez Visiative, comment on pourrait vous aider? Comment on peut se positionner là-dessus? Rapidement, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais Visiative, on fait partie du groupe SNEF depuis 2024. Donc le groupe SNEF, qui est un groupe français de dimension internationale, c'est quand même un groupe qui est là depuis plus de 100 ans, implémenté dans beaucoup de pays. Dans sa stratégie de déploiement et de consolidation du pôle numérique, ils ont intégré Visiative. Visiative en particulier, on est une entreprise qui est là depuis plus de 30 ans maintenant. Une entreprise qui est partie d'une entreprise plutôt familiale, qui a grossi énormément au cours du temps. On est placé sur 15 pays, plus de 1600 collaborateurs et entre autres, on est un des partenaires principaux de Dassault Systèmes.
Alors, qu'est-ce qu'on propose chez Visiative? On propose, on a 3 grands piliers. Un pilier qu'on va appeler conseil et service, dans lequel justement, on est là pour vous conseiller et vous aider et vous accompagner dans, par exemple, des diagnostics, je vais en parler tout à l'heure. On a des capacités de déployer les solutions, différents types de solutions, et puis on a une habitude aussi de partager et de mettre en relation nos clients, nos prospects par le biais de communautés, mais ça, vous pourrez vous rapprocher de vos commerciaux pour en parler. On soutient la chaîne de valeur globale de l'entreprise, hein. Si je prends un petit peu toutes les différentes étapes et tous les différents services d'une entreprise industrielle, un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, on couvre l'ensemble de ces sujets. Ce qu'il faut aussi arriver à comprendre, c'est que derrière tous ces sujets, c'est l'exploitation de la donnée. Et cette donnée, finalement, elle passe par un certain nombre de solutions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette donnée, c'est un petit peu tout ça, c'est les plans, les références, les contrats, les devis, des indicateurs, du pilotage, au travers des différents services de l'entreprise. Et puis, au final, c'est via des solutions qui sont adaptées. Alors, je ne vais pas reprendre les autres solutions, je vais rester sur la gestion du cycle de vie produit. C'est une très grosse partie, justement de cette capacité de mettre en place, la stratégie de transformation numérique. Et puis dernier point, on s'appuie sur un certain nombre de partenaires, donc dans différents domaines. Je ne vais pas trop m'étendre, je vais juste rester sur la partie PLM maintenant, qui est quand même ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc sur la partie PLM, on a beaucoup parlé d'approche de définition et d'approche diagnostique. Nous, on a l'habitude de travailler avec ces diagnostics qui sont proposés à différents niveaux. On a un diagnostic PLM qui est dédié au PLM, qui est là pour vous aider à définir ce que vous allez en attendre, mais pas à vous choisir le PLM. On ne le fait pas pour vous. D'accord? Une fois que vous avez fait ce travail, et ce travail, c'est quoi? C'est finalement de passer par ce diagnostic. On va interagir avec vous, avec vos équipes, réaliser des entretiens, vous faire des préconisations, faire une feuille de route, puisqu'il va falloir phaser tout ça. Et ensuite, ça c'est le plus important, une fois que vous avez digéré tout ça, j'ai envie de dire, c'est décider avec vous à la fin de ce que vous allez garder, qu'est-ce que vous priorisez. Dans ce genre d'exercice, il y a plein de surprises. Vous n'auriez jamais imaginé que le PLM pouvait vous aider sur ce domaine. Vous ne pensiez pas que le PLM pouvait également avoir cette fonctionnalité. C'est très bien. À la fin, moi j'ai plein de clients qui me disent, Monsieur Simon, vous êtes bien gentil, on vous croit, mais on ne le fera pas, parce que ça va au-delà de ce qu'on pensait imaginer. Très bien. Ou alors, oui, moi je ne suis pas convaincu. Pas de souci. Mais au moins, à la fin, vous allez garder ce qui va être pertinent pour vous dans les objectifs d'un PLM, dans ce qui devrait définir les bénéfices d'un PLM, et c'est grâce à ça qu'ensuite, vous allez choisir la solution et ensuite l'exécuter. Alors, dernier point, pour rester sur les PLM encore chez Visiative, nous on a une petite particularité, on a la chance d'avoir deux produits. On a un produit qui est Visiative PLM, comme vous l'imaginez bien, qui est un produit qui est édité par Visiative. On est en développement complet sur ce produit. Et puis on a une autre solution qui est la 3D Expérience de Dassault Systèmes. Donc c'est Dassault qui est l'éditeur dans ce cas-là. Et nous on est intégrateur. Donc on est intégrateur de la même manière. On va participer au conseil, à la définition, à l'architecture, et ensuite, si vous démarrez un projet, ce sont nos équipes qui vont le déployer, vous former et derrière maintenir la solution. Donc voilà ce que je voulais aujourd'hui vous présenter en essayant de couvrir un petit peu toutes ces notions. J'ai pris 45 minutes, c'est inespéré, ça ne m'arrive jamais, donc c'est parfait, j'ai réussi à tenir le timing. Est-ce que l'on a des questions, Agathe? Oui, on a des questions. Alors, n'hésitez pas à les noter directement dans la rubrique questions ou dans le chat. On va pouvoir y répondre tout de suite. Donc, la première question qu'on a, Laurent, quel budget faut-il prévoir approximativement pour faire un diagnostic? D'accord. Alors pour faire un diagnostic, alors je vais faire une réponse de Normand, hein, mais évidemment tout va dépendre de la taille de votre société, du nombre de sites, du nombre de services et en fait du temps qu'il y a à y passer. Mais d'une manière globale, les diagnostics, le budget va tourner entre 8 000, 10 000 euros à peu près, 10 000, 12 000 euros. Voilà. En gros, c'est à peu près la marge financière. Évidemment, tout va dépendre de ce que vous voulez y faire. Là, justement, je pars
fin juin pardon, sur un nouveau diagnostic, finalement la décision qui était faite avec le client, c'est sur un scope un petit peu plus réduit. Donc voilà, le tarif est pas le même, mais tout dépend de votre organisation. On a une autre question. Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise à partir de laquelle un PLM est nécessaire? Ah, ça c'est la question habituelle. Alors non, il n'y a pas de taille d'entreprise. Alors maintenant, je vais être franc, si vous êtes 5 dans l'entreprise, il y a peu de chances que vous ayez besoin d'un PLM. J'ai des exemples d'entreprises de 50, 70 personnes qui ont un usage PLM intensif. Et dans leur cas, c'est pas trop pour collaborer. Faut pas non plus imaginer le PLM comme un monstre qui va empêcher les relations humaines. Il n'y a plus de réunions, on se parle plus et tout passe par des process. Non. Par contre, même si on n'est que 50, en fonction du produit que vous avez à gérer et des enjeux que vous avez à relever, maintenir la traçabilité, être capable d'avoir tous les champs des possibles, d'avoir des variantes, de suivre ce qui a été mis chez le client, etc. Ça peut être vraiment kafkaïen. Donc c'est pas la taille finalement ni le marché qui impose ou pas un PLM. Je ne fabrique pas de produits complexes. Est-ce qu'un PLM est nécessaire pour mon entreprise? Oui, alors ça c'est pareil, c'est aussi une des questions clés. Je peux vous donner deux exemples, deux clients qui ont le même PLM. Voilà, un qui fabrique des machines textiles ultra complexes. Il y a plus de 12 000 éléments dans ces machines. Voilà, c'est d'une complexité sans nom, on va dire, avec de l'électronique, de l'électrique, du soft. Enfin, il y a vraiment de tout. Ils ont le même PLM qu'une autre entreprise qui fabrique des plaques d'égout en France. Voilà. Qui se situe à Pont-à-Mousson, voilà, qui est une entreprise assez connue. Ils ont le même PLM, mais c'est pas pour les mêmes raisons en fait. Pour l'un, ça va être gérer l'ultra complexité du produit. Pour d'autres, c'est au contraire, le produit il est très simple, mais c'est d'être capable de gérer toute l'industrialisation, toute la partie certification, la partie test, la partie mise en place des moyens de production. Et c'est pour ça que dans les deux cas, le PLM il est utile, mais pas pour les mêmes raisons. Donc la complexité du produit, non, c'est pas ni un frein ni un prérequis. Merci Laurent. On a une autre question. Si on utilise 3D Experience, est-il intéressant d'utiliser le PLM de Visiative? Alors, si vous utilisez 3D Experience, alors il faut que je comprenne bien la question. La 3D Experience, c'est le PLM de Dassault. Alors, la problématique, c'est que aujourd'hui, 3D Experience, c'est un nom qui est utilisé tant pour avoir un PLM vraiment ultra complet que pour utiliser, on va dire, CATIA et SolidWorks, parce que souvent c'est de ça dont on parle, hein, les logiciels de conception, avec les premières briques qui permettent de gérer la donnée du bureau d'études. Donc dans les deux cas, ça s'appelle du PLM, pardon, de la 3D expérience. On n'y fait pas la même chose. Voilà. Donc en général, on vient pas croiser, faire à la fois de la 3D expérience et du Visiative PLM. Faudrait, là je suis un peu sec, il faudrait creuser le cas précis, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette question. Merci Laurent. On n'a pas d'autres questions. N'hésite Ah, si, à l'instant. Un PLM est-il adapté à la gestion de produits sur mesure? Alors tout à fait. Tout à fait. Le PLM, alors je ne suis pas rentré dans ces explications-là parce que sinon ça fait beaucoup à digérer en peu de temps. Le PLM, ça va aussi bien sur de la grande série que sur des produits sur mesure, voire même des produits, des prototypes, du produit unitaire. Par exemple, dans l'industrie de la machine SP, c'est un peu l'industrie un peu clé là-dessus. En général, de toute façon, vous ne faites pas de la série, ou très très peu de séries, ou certains produits dans la gamme, vous le faites en plus grande quantité, mais au lieu d'en faire une, vous en faites 5, quoi. Voilà. Ça ne change en rien le fait d'avoir l'intérêt d'un PLM. Au contraire, parce que quand on travaille sur de la très petite série ou de la réponse un petit peu chirurgicale à chaque besoin du client, très vite on se disperse. Très vite, on réinvente la poudre, on recrée des articles, des pièces qui étaient peut-être utilisées
pour une ancienne réalisation, puis qui pourrait être utilisable, qui est peut-être d'ailleurs encore en stock. On a peut-être rencontré des problématiques de conception, des problématiques d'industrialisation, d'usinage, de montage à un moment donné. Et puis, comme chaque affaire est un coup un petit peu seul dans son coin, on a difficulté à s'en souvenir et on va recréer les mêmes problèmes, rencontrer les mêmes problématiques, les mêmes problèmes de qualité. Donc, c'est là où le PLM, il va vraiment vous aider, en fait. Donc, les deux sujets, que ce soit de la très grande série ou que ce soit de l'unitaire, se prêtent au PLM. Maintenant, il faut comprendre ce que vous en cherchez exactement. On a une nouvelle question. Combien de temps est-il nécessaire pour implémenter un PLM? Ouais, d'accord. Alors ça, c'est pareil, ça va être une réponse de Normand. Tout va dépendre du scope du PLM. Si je prends un scope un petit peu classique pour une PME, donc on a besoin d'intégrer le bureau d'études, on veut faire un peu de gestion de projet, évidemment gérer le change et pouvoir avoir des nomenclatures multidisciplinaires et évidemment interagir avec le RP. On va être, en fonction du cas, on va être entre 6 mois et 1 an assez facilement. Le but, c'est pas non plus de taper trop fort quand on met en place un PLM, mais c'est pas non plus de se limiter dès le départ. Je m'entends et je vais expliquer. Ce qui est important, et c'est pour ça que le diagnostic il est clé, c'est de définir jusqu'où on souhaiterait aller. C'est-à-dire qu'est-ce qui va vraiment être bénéfique. Et ensuite, je l'ai déjà dit, il faut choisir ses batailles. Ni vous ni nous n'avons la capacité de passer, j'en sais rien, moi, 600 jours hommes par an sur la mise en place d'un PLM. Donc, on va, avec vos équipes, on va définir qu'est-ce qui serait bénéfique de mettre le plus vite possible en place, à la fois pour amener de la valeur ajoutée, un petit peu fédérer un petit peu les collaborateurs, et puis que très vite, ça vous apporte du bénéfice. Et qu'ensuite, ça vous laisse la possibilité d'étendre avec une deuxième phase, une troisième phase, c'est ce que font la plupart de nos clients. Donc, le temps nécessaire à passer, il va vraiment dépendre de jusqu'où vous voulez aller, du scope PLM, mais en général, chez nos clients, c'est très souvent plusieurs phases, plusieurs étapes. Ça peut se faire sur plusieurs années. Dans certains cas, on a des clients qui mettent en place un PLM, l'utilisent pendant 2-3 ans, puis une fois qu'ils sont bien à l'aise avec, ils reviennent nous voir en disant écoutez, maintenant, nous on aimerait maintenant passer à l'étape supplémentaire et intégrer le PLM dans les ateliers. On ne l'avait pas fait auparavant, on reprend ça. Par contre, si on n'y a pas réfléchi dès le départ, et c'est pour ça que le diagnostic il est clé, il y a un risque de se trouver à dire avec vous, on a dimensionné un PLM qui ne permet pas d'aller aussi loin que vous le voulez, parce qu'on n'avait pas imaginé ces cas d'emploi. Voilà, donc il faut vraiment penser à la big picture, comme disent les Anglais, et puis ensuite, raisonnablement, mettre en place uniquement ce qu'on veut et se laisser la possibilité d'évoluer dans le temps. Alors, on a encore pas mal de questions qui arrivent. C'est bien. On a une nouvelle question. Ouais. Comment se passe la mise en place d'un PLM, notamment la migration des documents existants, comme les plans, les specs, de l'ERP et des dossiers Windows vers le PLM? D'accord. Alors ça va vraiment, encore une fois, j'ai pas de réponse clé en main, c'est pas une recette de cuisine, ça dépend de l'état de l'art chez vous. Ça va dépendre de ce qu'on a. Alors quand il s'agit de récupérer des choses qui sont dans un ERP, ça c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on va créer des process de migration qui vont extraire les données, récupérer les métadonnées qui sont souvent dans l'ERP, et puis faire une matrice comment dire, d'échange, et ensuite monter ça dans le PLM au bon endroit, dans la bonne catégorie, avec les informations dont j'ai besoin. Ça, c'est pas un problème. Tout ce qui est ensuite manuel, ça va dépendre du client. Donc, si vous avez une masse d'informations stockées, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Des gammes ou des documents liés à la qualité, voilà. On va faire une campagne d'insertion pendant le projet de ces documents. Alors ça peut être soit des équipes visiatives, soit très souvent c'est le client qui le fait. Et on peut aussi se poser la question de tout prendre et de tout faire. Ça c'est le premier choix de nos clients. Puis quand on travaille un peu, on se rend compte il y a plein de choses. Bon, c'est là, on va rarement les utiliser. Donc autant monter ce qui est vraiment actif en ce moment. Et puis ce qui de temps en temps a besoin d'être intégré dans le PLM, ça peut se faire à la volée.
Voilà, ça c'est une solution qui est assez simple. Pour ce qui concerne le bureau d'études et les problématiques de CAO, là c'est beaucoup plus simple puisque que ça soit SolidWorks, CATIA, Inventor, enfin il n'y a pas de souci. À partir du moment où l'intégration est en place, ben, on va demander à ouvrir, alors ça peut être en batch, hein, c'est des petits mécanismes qu'on met en place. La CAO va ouvrir chaque produit complet, hein, chaque assemblage complet, et ensuite l'enregistrer dans le PLM. Et le PLM aura déjà tous les mécanismes qui ont été construits pour identifier chaque élément. Et c'est comme ça qu'on les remonte. Mais ça dépend vraiment du cas d'emploi, du client. On peut le faire. J'ai des clients qui le font avec ce qu'on appelle des petites mains. Des fois, en été, il y a moins d'activité, ben, ils embauchent des intérimaires et ils chargent des plans et ils les enregistrent dans le PLM. Ça peut se faire aussi. On a une question sur l'ERP. L'installation d'un PLM nécessite-t-elle forcément de modifier l'outil ERP? Alors, ça, c'est une super question. Dans le sens modifié, on peut très bien ne pas toucher à l'ERP. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que nous, on a des capacités d'envoyer des infos dans l'ERP que jusqu'à présent, l'ERP n'a jamais eu à traiter. Voilà. Alors, le client peut se dire, alors c'est dommage maintenant d'avoir un PLM, d'avoir beaucoup plus d'informations qu'avant et que je ne peux pas les traiter dans l'ERP. Donc là, ça va être au choix du client de dire, ben, on va faire une petite modification, on va changer, je sais pas moi, des champs, voilà, dans l'ERP. C'est très très rare qu'on fasse, enfin, que ça implique un gros changement dans l'ERP. Hein. Il ne s'agit pas de repenser l'ERP. C'est plus de donner des capacités à l'ERP qu'il n'avait pas. De toute façon, de l'ERP vers le PLM, ça va uniquement être une sorte d'export. Voilà, donc cet export, ben, l'ERP, il sait déjà le faire. Tout ce qui pourrait éventuellement être à changer, c'est par exemple des informations qui sont, j'ai envie de dire, pas idéalement placées dans un ERP. Ce qu'on vit souvent, c'est des informations, par exemple, de version de l'article qui sont pas dans le champ version de l'ERP, mais dans un champ commentaire. Bon, il y a une question à se poser. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on profite pas de la mise en place du PLM pour rendre ça un petit peu plus logique et sérieux dans l'ERP? Mais ça ne demande pas de gros chamboulements de l'ERP, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Avec la 3D Experience, est-il possible d'installer le package progressivement? Commencer par le PDM, puis évoluer, ou Oui. faut-il tout prévoir dans le scope initial? Non, il faut tout penser. Enfin, moi, c'est mon conseil. Voilà, c'est mon conseil. Faites un diagnostic, comprenez ce qui serait bénéfique pour vous, tracez le chemin. D'accord? Vous tracez l'objectif, on est ici, on aimerait aller là. Ça serait idéalement, c'est ça. Allez, c'est open bar, on a une baguette magique. Voilà ce qui serait vraiment important pour nous. Au moins, ça permet de vraiment définir tous les champs des possibles. Et après, ben, c'est comme, c'est comme chez un particulier lorsqu'on veut s'acheter quelque chose, une maison, une voiture, tout ce qui est un peu coûteux, ben, faut faire un peu ses choix et puis revoir ses prétentions. Donc c'est à ce moment-là qu'on va chambouler un petit peu ce phasage dont je parlais tout à l'heure. Et donc ces solutions PLM, elles sont tout à fait capables d'être mises en place, on va dire par petits bouts. Alors il y a des impératifs, hein, je ne peux pas vous mettre un PLM sans gestion des modifications, ça n'a aucun sens et de toute façon ça serait, on l'accepterait pas parce que ça serait aller à l'encontre de vos capacités. Mais en général, il n'y a pas de problème pour par la suite amener ça au niveau du marketing, par la suite apporter une brique de configuration qu'on n'avait pas au début. C'est vraiment modulable un PLM. Quel format de CAD est-il possible dans un PLM? Alors, ah bah alors là, ça va dépendre du produit. Alors, si je vais parler pour les PLM que nous, on propose, nous, on n'a pas de limitation aujourd'hui, quasiment pas. Alors, vous allez toujours me trouver un CAD un petit peu exotique, mais si je prends les grandes CAO du marché en 3D et en 2D, on va être capable d'intégrer tout. Modulo le fait que certaines intégrations, vous imaginez bien, avec, je prends l'exemple de la 3D expérience de Dassault, c'est un produit Dassault, donc les CAO Dassault, que sont SolidWorks et CATIA, sont extrêmement intégrés d'une manière extrêmement poussée. Ça n'empêche pas d'intégrer les autres solutions, mais il n'y aura peut-être pas le même niveau de capacité. Cela dit, on est capable d'intégrer toutes CAO. Il faut juste voir le niveau d'intégration de ce qu'on appelle intégration. Si c'est récupérer la donnée, la métadonnée, il n'y a aucun problème. Si c'est pouvoir lire des choses directement dans la 3D sans la 3D, voilà, il faut voir jusqu'où vous souhaitez aller.
Mais c'est rarement une problématique, ça. Dans un groupe, est-il préférable de déployer le PLM dans une entité et de le déployer ensuite dans tout le reste du groupe? Ou alors faut-il mettre dans la boucle tout le monde dès le départ? Il y a pas de stratégie meilleure qu'une autre, ça va vraiment dépendre justement du client. On fait très souvent les deux cas. Maintenant, je vais être franc, le fait de l'intégrer dans un premier temps sur une business unit ou une entité du groupe, c'est rassurant. C'est rassurant parce que ça permet de voir ce qui se passe. Si vous avez la capacité, d'ailleurs ensuite avec des équipes informatiques et des équipes on va dire de continuité numérique chez vous, ce qu'on fait régulièrement, c'est on vous accompagne pour mettre en place le premier site et vous avez les clés du camion pour ensuite faire le déploiement sur les autres sites tels que vous le souhaitez. Alors, ça va évidemment dépendre du fait que je peux reproduire la même chose sur les différents sites. Si vous avez 3 sites et que les 3 sites travaillent totalement différents, là, ça va être compliqué de faire une sorte de ce qu'on appelle un corps modèle et qui soit applicable d'un claquement de doigts. Donc, vous aurez peut-être besoin quand même d'un accompagnement supplémentaire. Mais c'est vrai, c'est souvent rassurant de trouver un site pilote. Alors là aussi, c'est très important et c'est pour ça que le diag, il est aussi crucial dans ce genre de situation, c'est d'identifier le bon site pilote. Il ne faut pas trouver le site où ça va très bien se passer parce que c'est vraiment les problématiques les plus simples et ensuite on se rend compte que chez les autres, c'est pas du tout comme ça, ni de se voiler la face et de mettre en place un canon pour tuer une mouche. Donc, c'est un travail qui doit être fait et c'est ce côté conseil que nous, on travaille avec les clients pendant les phases de diagnostic. Mais les deux sont faisables. Et donc, dernière question, quels sont les risques à anticiper pour la mise en place d'un PLM? Alors, les risques à anticiper, c'est principalement l'humain. Alors, l'humain suivant plusieurs axes. Ben, tout le monde a envie de changement, mais personne ne veut changer. Hein, voilà, je vous apprends rien. Les habitudes de travail, souvent, ça peut être délicat chez certains de les changer. On essaye de rester le plus proche de ce que vous faites, mais ça serait dommage de passer à côté de fonctionnalités qui n'existaient pas et qui permettraient d'aller plus loin. Donc, la résistance au changement, l'accompagnement au changement, c'est clé et c'est vraiment important de l'anticiper. Ensuite, un projet PLM, je n'arrive pas à voir les participants, je ne sais pas d'où vous êtes, quels sont vos rôles, mais excusez-moi pour les équipes informatiques, mais c'est tout sauf un projet informatique. Il y a évidemment une phase IT qui est importante, mais c'est un projet de direction. Donc, à anticiper, il faut que la direction elle soit convaincue et encore une fois, il faut qu'elle envoie des intérêts. C'est encore une fois cash, hein, la direction, elle ne met pas ça en place pour faire plaisir à Monsieur Muller ou Madame Dupont. C'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça l'objectif. Donc, si la direction, elle n'est pas embarquée dans un projet PLM, qu'elle ne voit pas l'intérêt, qu'elle ne voit pas pourquoi il faut changer, de toute façon, vous n'irez pas loin, et vous ne ferez pas votre projet PLM. C'est pareil, je me répète, mais c'est aussi ce qu'on travaille. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec les directions générales, de parler leur langage et d'arriver à retransformer ce qu'on rencontre au niveau tactique chez les équipes en objectif stratégique et leur expliquer que si vous ne faites pas ça, pas de problème, on peut très bien le faire, mais oubliez cette réduction de 2 ans du time to market ou votre capacité à traiter 10% d'affaires en plus à ISO périmètre d'équipe. Et ça marque. Donc, quand on est capable de lier ça avec la direction, nous, on l'embarque et la direction, elle embarquera derrière l'ensemble de l'entreprise et on va se rendre compte que ce n'est pas un projet informatique juste pour changer une interface graphique. Donc ça, c'est important à anticiper. Pas d'autres questions, Laurent? Je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Avec plaisir. Merci en tout cas pour toutes ces questions. Ça fait plaisir. On n'a pas toujours beaucoup de questions dans les webinaires. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de revenir vers nous, un sujet un peu plus concret ou d'échanger un peu plus, vous n'hésitez pas, on sera à votre disposition et moi je répondrai à vos sollicitations. Merci à tous, bonne journée, merci Agathe. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.